BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Bon alors avant d'avoir un jet privé, avant de vous payer widget, eh bien évidemment il faut gagner de l'argent avec votre argent et bien le gérer. Est-ce que c'est à ça que sert un conseiller en gestion de patrimoine? Eh bien c'est la question qu'on va poser à nos invités. Meyer Azoghi, vous êtes président de Cyrus Conseil. Alors Cyrus Conseil, c'est un conseiller. Je suis allé sur votre site, d'ailleurs vous ne dites pas que vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine en première page. C'est pas marqué dessus. Et qu'est-ce qui est marqué? Ah ben vous devriez savoir, c'est pas moi. Nous sommes un conseiller en gestion privée, gestion de fortune, family office. Voilà, c'est un peu plus chic. Peut-être. C'est ça, on va en parler tout à l'heure. Pascal Besboumard, vous êtes journaliste à Van Square. Vous connaissez bien ce monde des conseillers en gestion de patrimoine. J'essaye. Stéphane Fontus, vous êtes président de la CNCIF, c'est bien ça? C'est la Chambre nationale des conseillers en investissement financier. Alors on va commencer déjà pour essayer d'y comprendre, parce que déjà on dit CNCIF, conseiller en gestion de patrimoine qui n'en est pas vraiment un. Qu'est-ce que déjà un conseiller en gestion de patrimoine? Comment on définit ça? Il y a plusieurs définitions. Alors si on va être simpliste, on dit c'est quelqu'un qui vous fait gagner de l'argent. Plus sérieusement, c'est plutôt un expert qui maîtrise plusieurs disciplines, juridiques, fiscales, financières, mais pas que, qui est également un bon communicant, qui doit avoir une capacité d'empathie supérieure à la moyenne pour aider... Un psychologue, quoi. Oui, pour aider ses clients à résoudre des problématiques patrimoniales, exprimées ou non, et l'aider, grâce à son expérience, un effet miroir, à mettre en adéquation son patrimoine avec ses choix de vie, sans jugement de valeur. C'est où êtes-vous, où voulez-vous aller? Je vous offre plusieurs voies. Idéalement, il est indépendant. Ça permet, au moment de la prescription, de ne pas être contraint par une offre produit réduite ou celle sur laquelle il aurait un intérêt plus important. Alors, justement, on parle d'indépendant, on parle de conseiller en gestion de patrimoine, on parle de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, on parle de conseiller en investissement financier, un CIF. C'est quoi la différence entre tout ça? En fait, il y a un chapeau, si je puis dire, qui est le conseil en gestion de patrimoine, sur lequel il n'y a pas un texte réglementaire en tant que tel. Et en dessous de ce chapeau, il y a un certain nombre de métiers de l'intermédiation. Il y a 4 grands métiers d'intermédiation qui sont le métier d'intermédiation sur les produits financiers, sur les produits assurantiels, sur les produits ce qu'on appelle l'IOBSP, donc tout ce qui est les intermédiaires en opération de banque, et il y a tout ce qui est l'immobilier. Donc un CIF par rapport à un CGP, par exemple. Est-ce que tous les CGPI sont des CIF? Alors, tous les CGPI, à mon sens, doivent avoir le statut CIF. Il n'est pas dit que tous les CIF aient l'ambition d'être CGP. D'accord. Quand on disait tout à l'heure ce que vous décriviez, ça, les gens qui nous écoutent vont se dire, bah tiens, ça, moi je peux le faire. Hein. C'est-à-dire écouter des gens, donner des bonnes idées. Il y a quand même une maîtrise des aspects juridiques, fiscaux, financiers, de marché, immobilier. Ça demande un... C'est réglementé? Ça demande quelque chose? Il y a un minimum, il y a un diplôme qui est nécessaire, il y a un nombre de formations. C'est une profession qui est très en avance par rapport à l'ensemble des autres conseillers dans le monde, puisque en France, depuis un certain nombre d'années, on a eu plusieurs diplômes ou formations diplômantes qui ont fait qu'aujourd'hui... Donc on s'auto-proclame pas... non. Il y a un enregistrement, on dépend d'un organisme de tutelle qui est lui-même contrôlé par l'AMF. C'est de plus en plus contraignant et c'est très bien. Grâce à ces contraintes, nous avons éliminé une partie de la population qui peut-être n'était pas apte à avoir cette activité globale. On ne peut pas confier le fruit d'une vie de travail à une personne qui n'en a pas les compétences, qui n'a pas l'intégrité, le casier judiciaire, vierge, etc., ce qui est le minimum. Pascal Besboumard, vous qui avez un peu de recul, puisque là ils défendent un peu quand même une corporation, est-ce que vous pensez que c'est utile un conseiller en gestion de patrimoine? Je pense que c'est utile quand on a vraiment une demande particulière et qu'on a vraiment envie d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous connaisse bien, qui sache exactement ce dont vous avez besoin par rapport à un conseiller bancaire qui change tous les 3 mois et qui vous vendra surtout ce pourquoi il sera mieux rémunéré. Pourquoi c'est ça la grosse différence? Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, naturellement, pour les gens, je dirais, c'est la banque. On rentre dans la banque, ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est un peu le rôle que devrait avoir un conseiller en banque. Vous dites, ils ne le font pas.
Ils le font mal, en tout cas. Pourquoi ils le font mal? Parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. Et puis, parfois, ils estiment que les sommes ne sont peut-être pas assez importantes. Alors qu'il faut savoir que pour un CGP, un client avec plusieurs milliers d'euros à gérer, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il va prendre le temps d'expertiser et de voir ce cas précis pour lui proposer quelque chose. Vraiment, ça sera du cousu main, quoi. C'est vraiment une offre particulière. Et je pense que les gens... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est du sur-mesure et c'est donc du haut de gamme? Oui, c'est pour ça que les quelques milliers d'euros, je pense, que ne peuvent pas permettre à un CGPI. Si je veux être caricatural, je dirais qu'un banquier, ça gère un risque des marges de solvabilité et un risque de réputation, et ça gère moins bien un client. Alors pour autant, est-ce que tous les banquiers sont mauvais, tous les CGPI sont bons? Bien évidemment, non. Mais la liberté d'action d'un CGPI qui, encore une fois, on parle d'indépendance. L'indépendance, il y a 20 ans, elle suffisait, c'est-à-dire l'indépendance capitalistique. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est les moyens de l'indépendance. Il faut des ingénieurs patrimoniaux, il faut des conseillers en investissement qui connaissent bien les marchés, il faut des fiscalistes. Donc la différence essentielle, pour moi, je la mets dans la pérennité, dans le temps, la relation de proximité qu'il peut y avoir entre un CGPI, ou un conseiller, qui se développe de façon plus entrepreneuriale, qu'un salarié dans une banque, mais il y a de très bons salariés dans des banques. Néanmoins, il va finir dans la politique, lui. Stéphane Fontouze, combien y a-t-il de CGPI ou de CIF? Alors, est-ce que vous avez apporté vos chiffres? Je vais vous amener nos chiffres. En fait, l'ORIAS, donc, puisque tous les CGP ayant donc forcément le statut de CIF sont inscrits à l'ORIAS. Donc l'ORIAS, c'est le registre qui enregistre tout le monde. Donc nous sommes au dernier recensement 4877, dont seulement 75% qui ont l'ensemble des autres statuts. C'est-à-dire que si on regarde le statut minimum, c'est le CIF, donc il y en a 4877, et que 3000 qui en fait relèveraient de l'activité qu'on évoquait tout à l'heure, de CGP, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'intermédier toutes les classes d'actifs. Je crois que c'est aussi une des différences par rapport au banquier qui ne va pas vous proposer un produit immobilier, alors que, encore une fois, le CGP indépendant a l'ensemble, l'arbitrage sur l'ensemble des classes d'actifs. Pascal, est-ce que c'est plus que dans les autres pays? Vous connaissez ça? Vous connaissez le sujet? Est-ce qu'on est plus équipé? Est-ce qu'on est moins équipé? Je crois que les autres pays sont équipés aussi, donc nous sommes moins équipés. En France, le marché, on estime que c'est en fonction des jours, entre 7 et 10%. Le marché le plus équipé, c'est l'Australie. Ces pays anglo-saxons sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais qui a vu un tiers de ses conseillers de ses IFA qui a disparu du fait de la refonte d'un statut. Donc en France, non. L'essentiel du marché est encore tenu par les banques traditionnelles. On a des chiffres là-dessus. Les CGP, ça représente combien de l'épargne financière? Aujourd'hui, on dit que c'est entre 6 et 9% de la collecte. De la collecte, donc pas de l'encours? Non. Ouais, ça veut dire qu'en termes d'encours, c'est minuscule. On va être à 3 ou 4% peut-être. Enfin, déjà, entre 6 et 9%, ça représente une belle compagnie d'assurance, une belle banque sur le produit d'assurance. Oui, non, je trouve que 6 et 9, c'est plutôt pas mal. Je dis que sur l'encours... Sur les encours, on est un point de moins. J'avais vu entre 7 et 9 sur la collecte et 6% sur l'encours. Votre ennemi, c'est pas la finance, votre ennemi, c'est la banque. Ah, surtout pas, non, nous n'avons pas... Ah là, il ne le dira jamais, j'arriverai pas, mais quelle langue de bois. Mais vous piquez des clients aux banques, c'est votre métier. Oui, bien sûr. Bah donc, voilà. Mais est-ce que pour autant c'est des ennemis? Non, nous on se nourrit grassement au pied du mammouth. Donc plus il y aura des mammouths, plus on pourra récupérer quelques miettes qui suffisent à nourrir nos 140 collaborateurs et passer de 2,5 milliards à 4 milliards, ce sera déjà pas mal. Et puis on se reverra dans quelques temps, dans quelques mois, pour dire si c'est assez ou pas. Votre perception de l'extérieur, c'est qu'il faut avoir quelle taille pour aller chez un CGP? 50 000, 80 000 euros minimum, je pense. C'est ça? Non. 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 Malheureusement, aujourd'hui, le montant minimum est de plus en plus important parce qu'il faut justement consacrer du temps. Il y a une partie réglementaire où il faut remplir des documents à longueur de journée. Vous êtes en train de nous dire que pour venir chez vous... Mais chez nous ou ailleurs, alors peut-être chez nous un petit peu plus, mais d'une façon générale... Si je veux devenir client de Cyrus, qui est mon rêve, j'espère y arriver un jour, mon rêve absolu et mon objectif dans la vie... Je peux le comprendre. Il me faut combien? Il faut que j'ai combien en épargne financière? Ou c'est quoi? C'est un seuil d'argent que je dois mettre chez vous? C'est un actif minimum, mais ça peut être aussi, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en train de créer votre start-up, vous êtes le Uber de demain, venez chez nous, on vous prendra avec 0.
D'accord, ça dépend des problématiques. Mais là, Sinon, ouais, tout à l'heure, le elle dit chiffre, à peu près, 54 c'est plutôt 200 000 euros minimum pour pouvoir commencer à traiter un client et avoir une relation pérenne. C'est le cas de tous les CGP ou non? Parce que dans les 4800, j'imagine que si demain je vais... Dans tous les CGP, enfin on le voit nous dans notre chambre, il y a des gens qui sont effectivement sur le haut de gamme avec le family office, la gestion de fortune, puis des gens qui sont plus, je dirais, en entrée de gamme. Je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui, bon, il y a ce qu'on vient de dire là, il y a la tendance aussi qui compte, hein, effectivement, celui qui va vous verser 1000 euros une fois et s'arrête là, celui qui vous verse 1000 euros tous les mois, c'est pas le même environnement. Donc voilà. Mais ce qui vient d'être dit est important. C'est vrai qu'il y a une lourdeur administrative qui est pesante et qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de montants engagés. Pascal, pour vous, c'est un métier qui est en développement ou c'est un métier qui est en régression ou de voie de disparition? Ça dépend aussi des marchés. Je pense que quand les marchés font la tête, les gens ont moins envie d'avoir recours à un gestionnaire de patrimoine parce que justement, ils n'ont pas envie d'y penser. Je pense que c'est un métier qui est quand même reconnu, de plus en plus reconnu. Donc je pense que si les marchés vont bien, si les marchés se reprennent véritablement, je pense que c'est une profession qui a des chances de développement. Reste le problème du commissionnement et de la façon de vivre pour... Combien ça coûte? C'est ça la question que les gens se posent, c'est bon, je vais aller le voir, bon, j'ai peut-être 200 000, ou je vais avoir un plus petit avec moins d'argent, combien ça me coûte? Nous sommes rémunérés de deux façons, des honoraires de conseil qui sont toujours définis sur devis. Nous sommes obligés de faire une lettre de mission et de donner le montant, le coût exact, aussi bien en termes d'honoraires que par rapport au mode de rémunération. C'est quoi? C'est un truc à l'année? C'est quoi? Il y a un abonnement à l'année, puis une lettre de mission en fonction de l'étude, s'il y a une problématique lourde ou pas. Et ensuite, il y a des frais de courtage qui nous reviennent et qui sont traditionnels, qui sont, au lieu que ce soit la banque qui les perçoive, la banque nous les reverse à nous. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ça me coûte plus cher de passer par un conseiller en gestion de patrimoine que de passer par une banque? Non. Ça, c'est sûr. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Tout le monde est d'accord sur ce point. Même moins cher, effectivement, parce que les coûts de structure des indépendants sont moindres, donc en termes de frais d'entrée, parfois c'est beaucoup moins important que ce que peut prendre la banque. Alors, comment on les sélectionne? Les CGP? Oui, moi je me dis, tiens, bah, voilà, je veux me payer mon CGP, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il faut regarder l'expérience interroger le professionnel sur son expérience. Il y a un annuaire, il y a une liste. Il y a un annuaire. Alors d'abord, il y a des annuaires des organisations professionnelles. On regarde sur Google, on tape conseiller en gestion de patrimoine. Je dirais qu'il y a deux grandes pistes. Soit effectivement les associations professionnelles qui ont toutes l'annuaire de leurs membres, bien sûr, soit l'ORIAS, qui clairement aussi est le registre officiel France sur est-ce qu'on est en règle ou pas. Donc, puis le bouche à oreille qui marche beaucoup aussi dans cette profession. Les gens qui sont contents de leur CGP le recommandent forcément à leurs amis. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à interroger, je dirais, un CGP, à le rencontrer, prendre un rendez-vous et de savoir effectivement s'il y a adéquation ou pas. Donc, quels sont les principaux produits justement que vous vendez? C'est extrêmement large. Il y a des produits financiers immobiliers, mais également Mais vous vendez de l'assurance vie classique? Assurance vie sous toutes ses formes, en France, au Luxembourg, de l'immobilier en direct. Immobilier en placement ou vous n'êtes pas, si je veux acheter mon appartement, c'est pas vous qui... Non, c'est pas nous pour acheter votre appartement. En revanche, si vous cherchez un bien d'exception, on peut le trouver, mais c'est également de l'immobilier de rendement pour avoir un complément pour sa retraite ou une opération de diversification sur des clubs deals qu'on va monter dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des bureaux, etc. Mais il y a également, je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect conseil en stratégie. C'est ce que vous mettez en avant, hein? Oui, mais parce que les gains de productivité sont peut-être plus sur le plan de la stratégie patrimoniale, sur l'optimisation, sur éviter que la famille se déchire après, plutôt que de gagner 2 centimes de plus sur son contrat d'assurance vie. Très bien, on se retrouve dans quelques minutes pour répondre à vos questions.